Bonjour à tous et bienvenue à ce séminaire du Pôle Santé. Je m'appelle Ariane Hélène Fortin, je suis chargée de projet au Pôle Santé. Donc aujourd'hui, on reçoit 3 personnes. On a d'abord Joanne Côté, qui est directrice adjointe Innovation, Analyse quantitative et prescriptive au CIUS Centre-Ouest de l'île de Montréal. Elle est accompagnée aussi de Serge Cloutier, directeur associé soins critiques et soins cardiovasculaires, et finalement Diane Brault, chef d'unité soins cardiovasculaires et spécialisés. Ils vont nous parler aujourd'hui d'un sujet qui intéresse le plus grand nombre, c'est-à-dire la création d'une unité intégrée, une unité de pratique intégrée et de trajectoire de soins et de services. Alors voilà, je vous souhaite un bon séminaire. Plaisir d'être ici aujourd'hui et de partager un sujet, je crois, qui intéresse tout plein de gens. En fait, j'aurais une question. Qui au Québec ne travaille pas sur des trajectoires de soins? Fait que c'est un peu, je pense, nous autres, on s'est posé la question à un moment donné, comment on veut faire ça? Fait qu'on va vous expliquer un peu notre démarche. On va avoir aussi d'abord, je vais vous présenter notre CIUS brièvement, parce qu'on va vraiment passer du temps et se concentrer sur le sujet. Pourquoi définir un modèle pour les trajectoires? Qu'est-ce qu'une unité de pratique intégrée versus une trajectoire? C'est notre définition à nous. La structure et la méthodologie qu'on propose pour accompagner les équipes. Un exemple concret que mes collègues vont vous présenter. On va revenir ensuite sur les conditions de succès, les défis et les enjeux, comment on veut assurer la pérennité, et quelles sont les prochaines étapes. D'abord, notre CIUS, on est vraiment au centre, parce qu'on couvre 5 arrondissements de la ville de Montréal, fait que Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, Villeray, Saint-Michel, Parc-Extension, Rosemont, la Petite-Patrie, Plateau-Mont-Royal, Ville-Marie, et nous desservons aussi 5 villes qui sont liées, Amstead, Westmount, Montréal-Ouest, Mont-Royal, Côte-Saint-Luc. On est vraiment un secteur limitrophe, c'est-à-dire que quelqu'un dans un GMF qui décide qu'il déménage au bord de la rue, à un moment donné, il passe du CIUS d'un autre à notre CIUS. C'est toujours les enjeux de suivi de population. Et effectivement, sur notre territoire, on a quand même l'hôpital Sainte-Mary's qui appartient au CIUS Ouest. Puis on travaille aussi avec le CUSUM. Une petite photo très rapide là, qui montre en fait, on se sépare sur 34 sites physiques différents. Et nous regroupons l'hôpital général juif, 6 centres de réadaptation, 7 centres d'hébergement qui servent également la population juive et anglophone en provenance des territoires environnants. C'est important de le souligner parce que ça fait partie de notre mission. Le 5 CLSC, nous avons une maison des naissances et 2 maisons bleues. 14 GMF, 2 GMF-R, 150 cliniques médicales sur notre territoire. On sert à une population de 370 000 habitants et 75 langues parlées. Des défis, on les collectionne. Maintenant, pourquoi on voulait se doter d'un modèle? C'est que historiquement, puis là, je vais faire juste une petite parenthèse pour dire que de profession, je suis infirmière. Je suis toujours infirmière. J'ai été mandatée lors de la construction du pavillon K à l'hôpital général juif pour être l'infirmière en chef du projet, dont accompagner 16 équipes cliniques, orchestrer le déménagement de 200 patients, autant de 60 de soins critiques et 140 réguliers. D'orchestrer tout ça, disons que j'avais acquis certaines habiletés. Puis d'ailleurs, quand j'entendais la présentation de M. Claude Fortin, en novembre dernier, en fait, je me suis rendu compte moi-même comment j'avais appris de ce projet-là, qui était quand même immense, et puis comment je l'avais appliqué et intégré dans les travaux qui sont maintenant en cours. Il n'y a rien qui se perd, finalement. Mais à l'époque, dans la réflexion du pavillon K, la construction était déjà amorcée, mais on avait une volonté, une vision à l'hôpital d'intégrer des équipes qui venaient de 2 milieux différents, c'est-à-dire la cardiologie médicale et la chirurgie cardiaque. La même chose pour le programme de neurosciences, où est-ce qu'on avait des patients de neurochirurgie et des patients de neurologie, des patients qui ont fait des accidents vasculo-cérébrales. Puis il y avait aussi un essai qui avait été fait au niveau de la clientèle musculo-squelettique en termes de fracture de hanche, où est-ce qu'on savait qu'on avait des améliorations à faire dans les soins à donner à ces patients-là. Puis il y avait des ébauches de travaux qui avaient été commencés
par les équipes. C'est sûr que c'était concentré principalement à l'hôpital, même s'il y avait des liens qui se faisaient avec les centres de réadaptation. Mais c'était pas, je dirais, c'était vraiment un embryon. Puis les équipes faisaient face à différents défis, que ce soit au niveau de la méthodologie, utilisaient des modèles différents, il n'y avait pas nécessairement de structure qui était, je dirais, rigoureuse et cohérente. Mais tout le monde était plein de bonne volonté. Mais des fois aussi, le temps faisait que les gens se démobilisaient. Fait que ça, c'était un aspect. Ensuite, évidemment, bien, il y a eu en avril 2015 l'apparition de la loi 10. Fait que là, on est tous devenus soudainement, c'était plus un site collègue, on faisait maintenant partie du même CIUS. Fait que là, il y avait une opportunité là de regarder nos trajectoires, puis comment on pouvait simplifier aussi l'accès aux services, puis contribuer à l'amélioration de la qualité des soins. Puis je vous mets au défi de me trouver quelqu'un, des fois dans votre famille, même qui ne vit pas un parcours tout à fait tortueux quand on essaie d'entrer dans le système de santé. Je sais que moi, personnellement, je l'ai vécu avec mon propre fils. À un moment donné, on se dit, une chance qu'on travaille en santé, parce que sinon, qu'est-ce qui arriverait? Fait que c'est un peu de ça qu'on partait en disant, bien voici, on veut améliorer. Notre PDG aussi avait vraiment une vision sur les unités de pratique intégrées, puis j'arrive à la définition bientôt. Ce qui fait qu'au printemps 2016, il a donné le mandat à l'équipe d'innovation de vraiment trouver une façon de faire, une méthodologie qui permettrait aux équipes de fonctionner d'une façon vraiment intégrée. On a d'abord regardé l'alignement stratégique. C'est sûr que dans mon mandat, je suis aussi responsable du déploiement des salles de pilotage à travers notre CIUS. Fait que de là, on vient vraiment chercher la cohérence. Et je suis également responsable du déploiement Lean ou de l'amélioration continue à travers le CIUS. Fait que pour moi, c'était vraiment une opportunité de venir intégrer tout ça ensemble. Les trajectoires et les unités de pratique intégrées sont à la matrice de cohérence du PDG. Notre vision, c'est vraiment de fournir une expérience usagée exceptionnelle, d'avoir une efficacité et une efficience des soins et de toujours innover, c'est-à-dire de penser différemment en dehors de la boîte et de se questionner continuellement. C'est sûr que le but, c'était vraiment d'avoir un continuum de soins et de services qui était fluide. Déjà, on sait qu'on a tous quand on travaille dans le réseau de la santé, beaucoup de portes d'entrée au système. Et comment on fait le ménage là-dedans, comment on vient tout organiser ça autour. Il y avait aussi de nombreuses initiatives partout à travers tous les directorats. Étant responsable du registre global de notre CIUS des projets, et je sais que je ne les connais pas tous, parce qu'il y a beaucoup de travaux qui se font dans diverses équipes sans jamais qu'on le sache. On avait au-delà de 300 projets de répertoriés. Puis ça, je parle seulement de projets cliniques. J'enlève les projets administratifs ou les projets de planification. Donc là, c'est comment on vient vraiment donner une cohérence à tout ça, s'assurer que les travaux sont arrimés ensemble, et puis qu'on avance vraiment dans une direction en partenariat tout le monde. C'est sûr que ça vient aussi rejoindre les objectifs stratégiques du ministère. Fait que notre objectif de l'équipe innovation, en passant, on est une petite équipe, on est 6 au total, moi inclus et mon adjointe administrative. Fait qu'on a 3 spécialistes en procédés administratifs, une personne qui est désignée pour la communication, spécialement à notre équipe. Et puis on travaille aussi avec un docteur, Phil Troy, qui est vraiment un spécialiste en analyse et des données et tous les aspects analytiques et prescriptifs. Fait que notre but, c'était de soutenir les équipes cliniques en offrant vraiment un modèle, une structure de gouvernance, un encadrement, une méthodologie et des outils afin de les soutenir dans leur démarche en favorisant l'engagement du personnel dans l'évaluation et l'amélioration des services et des pratiques. Ce qui est important de dire ici, c'est que pour les unités de pratique intégrées, ce sont vraiment les co-gestionnaires de chacune des unités qui sont les leaders de ces trajectoires-là et de la vision du UPI. Nous, on est vraiment là en soutien. On vient offrir la démarche, on vient s'assurer que les équipes fonctionnent selon la démarche, on vient les aider en tant que facilitateurs pour animer des sessions, pour qu'ils puissent faire leur cartographie. Nous autres, c'est vraiment un rôle de soutien et qui est très important par contre. Où est-ce qu'on s'est inspiré? Bien, c'est sûr qu'on a regardé la littérature, on regarde ce que nos collègues font aussi au Québec.
On a aussi regardé, consulté le Advisory Board, qui est quand même un organisme qui donne beaucoup d'opportunités en santé. Évidemment, on a regardé du côté américain avec Harvard, le modèle des IPU de Dr. Michael Porter. On a eu la chance d'aller visiter le Cleveland Clinic. J'ai des collègues qui sont allés à TEDACAR et à Kaiser Permanente aussi. Donc, on est vraiment allé voir comment ça se passait ailleurs. Puis les gens qui disaient qu'ils faisaient des UPI, qui en anglais on dit IPU, Integrated Practice Unit, comment eux autres ils fonctionnaient. Puis dans je dirais, la nature actuelle là, des choses, au Québec, on avait le défi additionnel par rapport aux Américains, où est-ce qu'eux développaient leur UPI, mais principalement dans des hôpitaux, incluant le parcours de soins aigus et l'ambulatoire, mais ça s'arrête à là. Alors que nous, ben là, on voulait abattre tous nos silos et travailler avec la réadaptation, les soins prolongés, les soins palliatifs, les organismes communautaires, les partenaires du réseau comme Urgence Santé, pour donner un exemple. Fait que c'était vraiment un défi. Fait qu'on est parti de ça, puis on s'est fait un modèle. C'est sûr qu'on s'est inspiré d'eux. Puis on a diverses sources. Fait que, qu'est-ce qu'un UPI? En fait, là, le UPI, de façon la plus simple possible, c'est vraiment le cadre qui développe la vision afin que les trajectoires puissent être développées selon une vision commune qui vient de plusieurs professionnels et de patients partenaires. C'est l'organisation et livraison d'un continuum complet, des services autour d'une condition médicale, d'un groupe d'âge ou d'une population d'usagers, et qui fournit des soins aux patients résidents, aux clients, qui sont accessibles au bon endroit, au bon moment par la bonne personne, appropriés. C'est sûr qu'on veut standardiser, mais il faut quand même que ça soit flexible et adaptable aux besoins particuliers de certains. C'est des soins qui sont coordonnés et qui sont multidisciplinaires. L'usager est vraiment au centre des préoccupations d'une équipe complète. Ça donne un peu ça. C'est qu'on vient chercher nos programmes cliniques, la synergie avec les programmes académiques, la qualité et la sécurité qui sont démontrés, les indicateurs de résultats, non seulement au niveau de la performance, mais aussi des patient outcomes, c'est-à-dire qu'on veut vraiment avoir la perspective du client, parce qu'on peut être une organisation hyper performante, puis avoir des clients insatisfaits. Fait que ça, c'est quelque chose qui est pris en compte. C'est vraiment une équipe, je dirais, multi- et interdisciplinaire, parce que ce n'est pas juste d'avoir les professionnels autour de la table, c'est d'avoir un but commun. C'est d'assurer aussi des valeurs, de donner un sens aux soins qu'on veut donner. On s'est aussi inspiré je n'ose même pas le traduire. Je l'ai laissé systemness, parce qu'en français, il y a des fois, on perd la notion de certaines valeurs qu'on essaie de communiquer. Ce n'est pas toujours évident. Mais dans le fond, ce que ça fait, c'est que, puis je reproduis un peu ce qu'on avait auparavant, c'est-à-dire qu'on était un hôpital avec des centres autour de réadaptation, des CLSC, puis chacun travaillait un bout de la trajectoire sans nécessairement être intégré et sans nécessairement avoir une vision commune. C'est-à-dire que la vision, elle était plus la vision de l'hôpital, la vision des soins de réadaptation ou la vision des services de première ligne. Alors nous, on vient abattre ces murs-là, et on vient intégrer tout ça. Ce qui fait que, c'est comme quand vous regardez vos équipes, quel que soit là où vous travaillez, les forces de chacun viennent se complémenter les uns les autres. Individuellement, on n'a pas la même force. Donc là, on vient vraiment chercher et s'appuyer sur l'expertise, les connaissances de chacun pour vraiment faire un tout. Ce qu'on cherche à faire, c'est de s'éloigner d'un système de santé qui était axé sur l'offre et organisé autour de ce que font les médecins. Et on s'éloigne aussi de mettre l'accent sur l'exécution des procédures et traitements en délaissant le patient ou l'usager pour aller vers un système qui est axé sur l'usager, qui améliore les soins et ce en continu, avec un apprentissage qui est alimenté par les volumes et l'amélioration en boucle de rétroaction et où le patient et l'usager est l'affaire de tous. Des principes directeurs. Puis ça, c'est vraiment comme une liste d'ingrédients. Et puis, il n'y a pas de recette magique. Selon les réalités de chacun des institutions qui sont différentes, c'est vraiment, là, des fois, il y a plus de sel, il y a moins de poivre, ou des fois, il y a des épices additionnelles. C'est vraiment une liste qui doit s'appliquer. Puis même à l'intérieur, les divers UPI qu'on travaille présentement,
les ingrédients sont là, mais sont à dose variable. Fait qu'il y a l'accès aux soins. C'est un parcours complet et intégré. C'est une équipe interdisciplinaire dédiée, c'est-à-dire qu'on vient vraiment renforcer ces aspects-là. L'équipe, elle, est responsable et imputable des résultats de l'expérience usagée. C'est l'intégration des médecins, c'est axé sur le patient et l'usager, coordination des soins et la standardisation, tout en gardant une flexibilité pour s'adapter aux cas qui en ont besoin. Les systèmes d'information clinique qui appuient des soins de haute qualité. Ça, je reviendrai tantôt parce que c'est un de nos grands défis. Gestion du rendement et de la communication. Puis ça permet aussi d'identifier les coûts reliés à l'épisode de soins. Fait qu'on est vraiment attaché, comme vous pouvez voir, avec les messages essentiels là, du réseau de la santé actuel. Fait qu'on n'attend pas nécessairement d'avoir tout ça. On démarre, puis on regarde qu'est-ce qu'on est capable de mettre en place. La trajectoire, elle, la façon que nous, on l'a définie, c'est vraiment une organisation de soins et services selon un parcours de soins. Fait qu'il y a plein de belles initiatives de trajectoire. D'ailleurs, il faut toujours bien s'assurer des définitions des mots qui sont utilisés. Parce que quand on assoit plusieurs professionnels ensemble, des fois, on se met au défi de parler de la même chose. Mais c'est vraiment le cheminement d'un patient ou d'un usager à travers des services. Fait que c'est une séquence d'événements. La chose que je veux que vous reteniez, c'est que l'EPI, lui, c'est quelque chose qui vient encercler le patient, qui est vraiment focusé sur le patient et qui vient assurer la vision tout au long de son parcours de soins. Fait qu'on vient comme rajouter une vision qui est vraiment selon, puis là, on va parler un peu des différents EPI qu'on a, là, mais ça vient vraiment encadrer les travaux des diverses équipes qui sont sous divers directorats. Là, je vais être brève sur les bénéfices, mais c'est sûr qu'on vient s'attacher sur les meilleurs résultats. Pour les patients et l'usager, il y a des gains importants. Puis déjà, même si on est au balbutiement des implantations de certains de nos EPI, on voit déjà des résultats. Et ça, c'est super intéressant. C'est une meilleure intégration, une coordination. C'est vraiment une accessibilité qui est mieux contrôlée, aussi mieux coordonnée. Et puis, on se rend compte aussi, quand on s'assoit au début, qu'on commence à faire des cartographies de la situation actuelle, que, mon Dieu, que c'est fragmenté, et mon Dieu, qu'on recommence la même chose à 2, 3, 4 endroits des fois. Pour les équipes de soins et les services, bien là, c'est les besoins des usagers qui sont au cœur des échanges, et non pas les préoccupations des professionnels. On vient toujours ramener sur l'usager. C'est une collaboration multidisciplinaire avec plusieurs acteurs de plusieurs provenances. C'est des solutions communes en réseau. C'est l'organisation des soins et des services selon une valeur ajoutée pour le patient. J'ai oublié de vous dire que je suis Black Belt aussi, Lean Six Sigma. L'importance accordée aussi au point de vue de chacun. C'est des connaissances collectives. C'est une mise en action rapide. C'est les gestionnaires qui sont imputables de l'atteinte des résultats. Ce n'est pas là, le voisin, c'est la faute de quelqu'un d'autre. Non, c'est des gens qui partagent la responsabilité. Là, il y a quelqu'un qui est responsable. C'est une gestion plus efficace de la qualité de la sécurité par la connaissance et l'expertise développée autour d'une condition médicale donnée ou selon certaines populations des fois. C'est toujours basé sur l'excellence des pratiques. Pour l'organisation, ça nous permet de garder le cap sur notre vrai nord. C'est le respect de la mission, de la vision et des valeurs. C'est une organisation apprenante. C'est quelque chose qu'on développe, mais qu'on re-questionne continuellement. C'est vraiment de l'amélioration continue. C'est une croissance et performance basée sur la valeur ajoutée et une meilleure gestion de la qualité de la sécurité, une intégration des systèmes et des réseaux. Je vais vous parler un petit peu de la structure et de la méthodologie qu'on a mise en place. C'est sûr qu'au début, là, oups, mauvais bouton, excusez-moi. On regardait ça, là, puis c'était vraiment comme ça. Une voie ferrée mêlée, les trains se chevauchaient. Il y a des fois, quand on fait certaines cartographies, les gens eux-mêmes ne croyaient même pas que c'était aussi compliqué que ça. Fait que là, nous autres, on vient mettre une fondation pour comment supporter les équipes à développer leur EPI, oui, et leur trajectoire. D'abord, on a pensé à mettre une gouvernance en place. Sinon, n'importe qui pourrait se lever un matin et se dire « Ah, moi, je veux travailler sur telle et telle trajectoire. » Basé sur quoi?
À un moment donné, il faut aussi se poser la question, on a beaucoup de travaux sur le terrain, beaucoup de projets qui viennent du ministère, qui viennent d'un peu partout, des travaux qui se font au quotidien. Et puis, à un moment donné, il faut essayer de mettre de l'organisation dans tout ça. Fait qu'on a mis en place vraiment un système de gouvernance qui vient de haut niveau. C'est-à-dire que nous avons un comité stratégique qui, lui, a un rôle de promoteur, qui est composé du PDG, de la PDGA, de la DGA, la directrice des soins infirmiers, la directrice des soins professionnels et de moi-même. Ensuite, il y a un comité de coordination clinique qui, elle, a un rôle de gardien. Puis c'est la personne qui le préside, c'est la PDGA. Il est composé de la DGA, de tous les directeurs cliniques et de tous les directeurs adjoints cliniques et de la direction de l'innovation. Ça, c'est pour l'ensemble des UPI. Ensuite, pour chacun des UPI, il y a un comité directeur qui est co-géré par 2 ou 3 personnes qui sont vraiment les piliers et porteurs de la vision du UPI. Et il est composé selon la condition médicale ou le type de population qui est décidé. Sur chacun de ces comités-là, il y a un usager expert. C'est sûr que c'est super important d'avoir le point de vue des usagers, des clients. Puis on vient chercher aussi au niveau de la qualité, au niveau de la gestion de l'information, nos partenaires médicaux et du réseau. Vraiment, là, avoir une multidisciplinarité, une bonne représentation de chacun. Ensuite, de ce comité directeur-là, il y a des comités de trajectoire. Puis ça, il peut y en avoir plus qu'un par trajectoire et par UPI. De là, l'importance vraiment de s'arrimer et de vraiment bien décliner qui doit faire partie de ces divers comités-là. Et celui sur les trajectoires aussi, on ajoute vraiment quelqu'un des affaires académiques. Pas à tout, mais quand c'est pertinent. Puis on n'oublie surtout pas, encore une fois, là, nos partenaires des organismes communautaires, nos partenaires du réseau. Pour une première année, notre PDG nous a dit « Vous allez travailler sur 7 UPI ». Je dois vous dire que quand on m'a dit ça au début, j'ai fait comme « Beau défi! » C'est sûr qu'on les travaille en parallèle. Je vous rappelle que mon équipe, elle est quand même composée de quelques personnes seulement et nous devons supporter tous les directorats cliniques finalement, parce que dans chacune des trajectoires, il y a plusieurs directorats impliqués. Puis chaque UPI a quand même plusieurs trajectoires. Fait qu'on s'est entendu qu'on commençait par une trajectoire par UPI et puis qu'on était pour développer, aussi apprendre en même temps de notre modèle, qu'est-ce qui était amélioré, qu'est-ce qui fonctionnait bien, puis s'il y avait des enjeux, on pouvait se réajuster. Dans les 7 qui ont été choisis et retenus par le PDG, c'est, oups, je me trompe de bouton, excusez-moi encore, vous retrouvez les 3 premiers qui avaient commencé des travaux en 2014, dont les résultats avaient été un peu mitigés pour plusieurs raisons. Et puis à ceux-là venaient s'ajouter les enfants 0-7 ans avec retard de développement, la santé mentale jeunesse 12 à 25 ans, l'UPI des services de proximité qui, celui-là, est dans mon expression personnelle, un monstre à 3 têtes, parce qu'il vient vraiment regrouper tous les UPI dans celui-là. Et puis il y a aussi mère, enfant, famille. Chacun a choisi une première trajectoire pour débuter. Et puis là, les travaux sont variables selon les équipes. Il y en a qui sont plus avancés que d'autres, c'est correct. Nous, ce qu'on s'assure, c'est qu'ils viennent suivre la méthodologie. On a ensuite défini un cadre de référence. C'est-à-dire qu'on s'est entendu sur les définitions, les principes directeurs, la gouvernance, les rôles et responsabilités de chacun, toujours s'assurer que c'est très clair. Ça, c'est des leçons apprises de mon rôle de directrice de transition. Développer des outils aussi pour harmoniser les façons de faire pour toutes les équipes. Fait qu'on leur propose des gabarits, des aides-mémoires. On vient vraiment assurer l'uniformité des divers travaux, tout en laissant de la place à la créativité de chacun. C'est qu'on vient vraiment juste fermer la boucle, mais c'est super important de savoir que chacun est quand même le leader de son EPI. Nous, on vient, encore une fois, les encadrer, mais c'est à eux de les développer. Et on vient évidemment les accompagner, que ce soit par de la formation ou comme étant facilitateur ou carrément venir faire certains exercices avec eux. On a aussi développé un visuel d'aide-mémoire
parce qu'on a un document de 19-20 pages. On a ensuite des grilles style aide-mémoire, pour être certain que les étapes sont toutes couvertes avant de passer à la prochaine étape. Et on a développé une page selon la DMAIC pour voir vraiment toutes les étapes qu'il y avait à remplir à chacune des phases. Quand je parlais de gabarit tantôt, oups, je suis vraiment désolé. Ce qui est important ici, c'est que je disais tantôt qu'on arrimait nos travaux avec, que ce soit les salles de pilotage ou avec les différents travaux qui se font, le développement des stations visuelles. Alors, le rapport qui sert aux équipes à venir présenter au comité de coordination clinique est basé sur le format d'un tableau, d'une station visuelle qu'on a développé. Fait qu'on vient toujours se servir des mêmes outils. Ça fait partie aussi de notre stratégie de déploiement et de formation à travers notre CIUS. On vient chercher la mission universitaire. Fait qu'on s'assure que les 6 volets sont considérés dans le développement des UPI, des trajectoires, que ce soit au niveau de la recherche, de l'évaluation des technologies, des modes d'intervention, les transferts de connaissances, super important, pratique de pointe, l'enseignement aussi, parce que la mission universitaire de notre CIUS, on n'a pas oublié, et le rayonnement. Fait eux autres ont développé une espèce de grille aussi, sous le même modèle de la DMAIC, où à chacune des étapes, ils viennent décrire comment ils peuvent venir supporter les équipes. Au niveau de la qualité, comme on disait tantôt, le patient outcome, il y a des indicateurs de performance, mais il y a aussi les attentes des usagers. Les indicateurs sont choisis par les leaders de chacun des UPI en collaboration avec l'équipe de gestion de la performance. Et on vient aussi intégrer dans les cartographies, les chaînes de valeur, l'intégration des exigences de performance. N'oublions pas l'agrément. Toutes les pratiques organisationnelles requises et les normes. On fait vraiment l'arrimage pour chacune des trajectoires, de s'assurer que les normes et les ports sont respectés, quel que soit le site ou le point de service. Aussi avec les travaux du ministère en termes de coûts par patient selon le parcours de soins de service. La façon qu'on fait nos cartographies, nos chaînes de valeur, on va être capable d'intégrer ça de façon assez simple. Nous le croyons et nous l'espérons en tout cas. Ça vient vraiment faire partie de notre exercice. Je vais passer la parole à ma collègue. On va vous montrer un exemple concret. Bonjour. Alors, nous, on s'est fait donner comme mandat de développer l'unité de pratique intégrée cardiovasculaire. Et, bon, ça venait du comité exécutif de notre secteur. Et je vous dirais que Joanne a parlé qu'il y avait les ingrédients. Effectivement, on avait tous les ingrédients. On avait les œufs, la farine, la petite cuillère. Puis, on savait qu'il fallait faire un gâteau au chocolat 7 étages. Mais comment, ça devenait un peu plus difficile. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment, on a pris un temps d'arrêt pour voir comment on va faire ça avec les contraintes de notre équipe. Notre équipe, comme Joanne l'a mentionné, avait déjà été exposée à commencer le processus en 2014. Alors, notre équipe était pas mal démobilisée. Puis la première réunion qu'on a eue a été un peu houleuse parce que les gens n'y croyaient plus. Alors, comment on rembarque tous les gens de l'équipe et comment on fait ça concrètement? Alors, on a créé un modèle qui nous appartient et dans le fond, vous avez le comité directeur qui comprend Serge Cloutier, Dr. Hotzky qui est le directeur de la cardiologie et moi-même. Et en fait, on a voulu centrer notre modèle sur le patient. Alors, je débute par le centre parce que c'est vraiment là-dessus qu'on veut garder le focus et c'était une façon de le représenter. Et vous avez les 3 trajectoires et la première qu'on a choisie, c'est le syndrome coronarien aigu. Okay. Ensuite, vous avez les leaders qui gèrent ce groupe-là. Et autour, vous avez tous les groupes de travail. Alors, ce qu'on a fait, vu que c'était très, très gros, puis qu'on savait qu'il fallait mobiliser l'équipe et que c'était un peu difficile, on a décidé de vraiment séparer en plusieurs groupes de travail. Alors, au départ, on avait 9 petits groupes qui travaillaient sur des sections de la trajectoire pour vraiment tout couvrir, de la première ligne jusqu'à l'hospitalisation, la réhabilitation, tout ça. Et chaque groupe, il y a des leaders qui ont été choisis qui représentent bien les gens qui livrent les services. Vous avez toujours une représentation médicale, vous avez toujours une représentation interdisciplinaire pour être sûr d'avoir le input des gens vraiment qui sont au chevet.
je vous dirais aussi qu'on a un patient partenaire dont on va parler un peu plus tard qui, dans le fond, est libre d'aller à n'importe quel groupe qu'il veut. Alors, il vient, il part. Je vais vous dire qu'il était très, très présent. Il a participé à des rencontres. Et dépendant des groupes, ça dépendait. Il y a des rencontres qui étaient vraiment d'une heure sur l'heure du dîner fréquemment. Il y a d'autres groupes qui étaient plus des rencontres, des blocs de 2-3 heures où on travaillait concrètement. Et fait que vous avez tous vos groupes de travail et autour, vous avez les 4 piliers qui soutiennent notre modèle. Alors, dans le fond, la qualité, les patient outcomes, la partie éducation, toute la formation académique, les soins quaternaires qu'on offre, on a des surspécialités, et l'aspect recherche, qui est aussi important. Maintenant, je vais vous parler de notre patient partenaire. En fait, ce patient-là a été, comme je disais, très présent. Bon, il est où mon lien? Ah, OK. Je m'excuse. Fait qu'on a fait une petite vidéo pour lui permettre de nous joindre. Community that patients and physicians share common interests. That is to create a sustainable and compassionate healthcare system. Our primary purpose is for the patient to have the best possible experience of physical and spiritual well-being. Throughout the cardiac trajectory, medical professionals should direct their efforts, realizing that it could be themselves, their siblings, and their loved ones that is the patient going through the system. En tant que patient cardiaque, j'ai été honoré de travailler avec les équipes médicales dédiées. En travaillant avec les équipes médicales, je suis devenu plus éduqué aux défis de trajectoire que les équipes médicales rencontrent dans la création d'un système de fonctionnel, tout en travaillant dans les limites budgétaires du gouvernement. Alors, comme je disais, il a été très généreux, puis c'est très intéressant pour nous. On a commencé certains des travaux de certains des groupes par son témoignage. C'est un monsieur vraiment qui a touché pas mal à toutes les sphères de notre trajectoire et c'était très intéressant d'avoir sa contribution puis de voir comment c'était vécu du point de vue patient, puis ça nous a vraiment éclairé sur certains aspects. Puis lui, de la même façon, des fois, va nous ramener, des fois, on dit « Oh, il faudrait faire ça, ça, ça pour les patients », puis là, bien là, vous ne pouvez pas tout faire, il faut comme encadrer un peu. Alors, des fois, c'est lui qui nous limite, ce qui est quand même intéressant. Alors, pourquoi on a fait le syndrome coronaire aigu? Bien, en fait, c'est parce que ça touchait la plus grosse partie de notre clientèle et ça correspondait aussi à toucher la plus grande partie des services et de nos patients. Là, je vous donne un exemple vraiment macro d'une trajectoire qu'on a, de la trajectoire qu'on a fait. Alors, c'est toute la trajectoire ACS. Partant vraiment au niveau primaire, là, quand on commence juste à avoir des facteurs de risque, on commence juste à faire un peu d'hypertension, on commence à avoir certains liens avec le médecin de famille, les groupes de médecine familiale, jusqu'à l'entrée dans le système, l'urgence, l'hospitalisation, l'utilisation des divers services spécialités et le retour à la communauté, la réhabilitation, les services en première ligne. Ça, c'est une vision très, très macro. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chacun des groupes de travail, alors les 9 groupes de travail, a dû développer une trajectoire actuelle, une trajectoire idéale et aller faire vraiment un processus de chaîne de valeur. Alors, c'est énormément de travail. On a Émilie Fontenay qui est dans la salle ici, que je pense qu'on lui a donné quelques cheveux blancs parce que c'est énorme comme travail à faire, mais ça nous permet vraiment d'identifier où sont les problématiques. Et la vision de l'IPU en soins cardiovasculaires, c'est vraiment un réseau de soins où les connaissances, l'innovation, l'éducation et la compassion optimisent les soins cardiovasculaires et les résultats. Et c'est vraiment en collaboration avec les patients, les familles, et c'est vraiment au bénéfice de tout, y compris les employés qui travaillent dans le milieu de la santé. Alors, merci. Je vais passer à mon collègue. Bonjour tout le monde. 2 petites slides à vous présenter. Opportunités et défis. Il y en a beaucoup. Ici, on a énuméré vraiment celles qui se rapprochent plus de nous. Donc, c'est avec développer la trajectoire de l'ACS, on a eu l'opportunité de vraiment créer un modèle unique de prestation de soins pour le patient, mais aussi pour le système de santé. Résoudre rapidement les problèmes soulevés, comme Diane le mentionnait, parce qu'on a fait
la cartographie actuelle, juste en faisant ces cartographies-là, nous a permis de réaliser, oups, on a un problème là, qu'est-ce qu'on peut faire pour remplacer ça? Et on a eu des petits gains déjà qu'on a été capable de résoudre sans trop demander au niveau des équipes. Créer un réseau, bien sûr, à travers le CIUS, mais pas juste le CIUS, à travers vraiment au niveau provincial et des partenariats avec les gens. Développer une meilleure compréhension des ressources et services au sein du CIUS, créer une opportunité pour optimiser leur utilisation. Moi, je suis Serge, ça fait 20 ans que je travaille à l'hôpital général juif, donc je suis dans une partie des soins du patient. Puis je dois vous avouer que personnellement, avant que je développe le IPU, on remplissait nos demandes en CLSC pour référence, puis on passait la balle finalement. Ici, ça nous a vraiment permis tous ensemble, que ce soit en réadaptation, en première ligne, à tous nous asseoir ensemble, puis à comprendre les impacts, mais qu'est-ce qui se passe quand le patient part, puis qu'est-ce qu'on peut faire dans l'épisode de soins pour changer le outcome au niveau du patient. Standardiser les soins, bien sûr, et encore bien plus important au niveau CIUS, comment qu'on peut faire standardiser au niveau de la trajectoire de soins. Changement de culture, on l'a mis là, mais il devient un peu un défi. Comme institution, puis comme personne, on est tous habitués à travailler d'une certaine façon. Et là, d'avoir toutes les parties prenantes autour d'une table avec différentes visions, avec différentes cultures, devient un défi à quelque part. Comment on va arriver vraiment à s'en tenir à une culture à travers notre CIUS. Défi, partage des données entre secteurs au niveau des technologies de l'information et des données. Bien, encore là, comme je vous dis, on a tous différentes plateformes pour ramasser les données. Puis comment on peut standardiser ça pour arriver avec des indicateurs qui vont être suivis, admettons, au niveau de la trajectoire. Différents protocoles pour chaque institution. Ça revient avec la standardisation des soins, bien sûr. Charge de travail, parce qu'on n'est pas libéré. On a tâches ajoutées dans notre vie de tous les jours. Est-ce que c'est demandant? Oui. Est-ce que c'est demandant, mais ça donne des résultats. Puis je pense que n'importe qui, quand on voit des résultats positifs, on trouve l'énergie et on trouve le temps de faire le travail. Mise en place d'une trajectoire idéale dans un contexte de ressources limitées. Encore là, ça peut être ressources financières, ressources humaines. Ça demeure un défi, bien sûr. Mais comme je vous dis, je pense qu'en ayant les personnes clés autour de la trajectoire, on réussit à trouver des moyens, puis des fois des idées innovatrices pour avancer. Succès, leçons apprises, une équipe motivée. Je vois Émilie, comme on est tellement motivé qu'à un moment donné, on a dit « OK, on va trop vite ». C'est assez intense, mais le fun. Progression constante et respect des échéanciers. Pour nous, on est vraiment en lien avec les échéanciers qu'on s'était posés. Tous les groupes de travail incluent des participants venant de différents domaines. Donc, comme je dis, ça en partenariat avec la première ligne, la réadaptation et toute notre communauté avec un patient partenaire. Équipe dynamique, on veut aller plus vite, on veut continuer. Je pense que c'est parce qu'on commence à avoir des résultats, puis on arrive à quelque chose. Ça vient vraiment nous donner de l'énergie. Leçon apprise, je pense que c'était important au début, quand on a commencé le travail, on disait l'analyse préalable des facteurs. Quels vont être nos bloqueurs? De bien les identifier, des parties prenantes, de dire, OK, on va peut-être avoir un petit peu plus de temps à passer là-dessus pour s'assurer qu'on va avoir un succès. Donc, ça nous a vraiment guidés à dire qu'il faudrait les identifier avant pour mieux s'enligner par la suite. Comme Diane l'avait présenté dans l'organigramme, c'est un grand groupe. Donc, on a un groupe environ de 40-45 personnes. On s'est dit, OK, on ne peut pas faire des rencontres avec tant de gens parce que ça va devenir difficile à gérer les horaires et tout. Donc, on a décidé vraiment d'y aller par petits groupes au début pour aller chercher des petits gains. C'est important de juste OK, ça on a gagné et tranquillement, on a rattaché des gens dans la trajectoire vraiment pour y aller avec la trajectoire plus macro. Je redonne la parole à Mme Côté. Merci. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que ça fonctionne? Parce que là, vous avez entendu le témoignage d'une équipe, mais il y en a 6 autres.
Puis, quels sont les défis, les apprentissages à lesquels on fait face. Les conditions de succès, c'est d'avoir le personnel et des médecins engagés. Je dois souligner que l'équipe cardiovasculaire est vraiment une des équipes sur laquelle nous avons le plus de médecins on board. C'est vraiment, puis comme Diane l'a mentionné, la première fois que je suis allé faire la formation pour présenter les UPI, je pensais de me faire arracher la tête. Parce qu'effectivement, il y avait une démobilisation des gens. Puis quand on les regarde aujourd'hui, c'est vraiment exceptionnel. Ils en veulent plus. On est même obligé de dire il faut ralentir un petit peu parce que nous, en arrière, on a de la difficulté à fournir. Il y a une forte collaboration multidisciplinaire. C'est le respect de la contribution de chacun. C'est la communication. Le défi de tous les jours pour plein de monde, là, on ne communique jamais assez. La créativité, c'est de ne pas avoir peur de sortir des sentiers battus, puis c'est de ne pas avoir peur non plus de faire des erreurs. Et c'est correct des fois de dire on s'est trompé. On a essayé quelque chose au moins. C'est d'assurer la pérennité et surtout d'être la capacité de s'adapter et d'être flexible. Les succès et leçons appris, je dirais, au global, pour l'ensemble des groupes, c'est qu'il y a 2 semaines, on avait justement un comité de coordination clinique où chacun des UPI vient présenter l'état d'avancement de ses travaux. Ça fait partie d'ailleurs, je pense, d'une source où les gens se disent il faut qu'on avance parce qu'on doit les présenter à la PDGA où on en est rendu. J'avoue que ça aide un petit peu. Vraiment, quand on les voit en rafale, parce que même si je passe à 50% de mon temps à accompagner des équipes, quand on voit les présentations en rafale, on se dit, mon Dieu, que du travail qui se fait sur le terrain, c'est incroyable. C'est de voir aussi que c'est vraiment de développer ensemble des trajectoires. C'est vraiment un événement qui est porteur. Ça vient mobiliser les gens. Les gens commencent à se parler, à échanger. On change nos façons de travailler. C'est vraiment quelque chose qui ressort de façon très forte. C'est la cohérence aussi et l'arrimage des projets qui viennent s'intégrer dans les trajectoires, chose qu'on vient toujours s'assurer. Les leçons apprises, c'est l'importance d'avoir une vision, une compréhension commune, qui était souvent une des raisons pour lesquelles les premiers essais avaient été pas aussi fructueux. Il y avait l'absence de vision à ce moment-là. Une bonne analyse, une compréhension de la situation au départ. Il ne faut surtout pas oublier notre analyse des parties prenantes. C'est la grande valeur ajoutée de nos usagers partenaires. Toutes les équipes le disent, à quel point ça vient les challenger, parce qu'on a certains patients partenaires qui prennent vraiment bien leur place, là, et qui viennent challenger les équipes sur les soins à donner. Et puis les gens, ils se disent, ben mon Dieu, c'est vrai, pourquoi on fait ça comme ça? Encore là, la flexibilité de l'accompagnement. Il n'y a pas 2 équipes qui avancent à la même vitesse, puis nous, on s'adapte à chacun. Les défis et les enjeux, c'est sûr qu'on développe des choses pour notre CIUS, puis 56% des patients qui viennent à l'hôpital général juif viennent d'autres CIUS. Certains défis. Mais la réalité montréalaise. Il y a les spécialités tertiaires et quaternaires. C'est pas qu'on en a beaucoup, mais on en a quand même certains. Et puis, il y avait aussi, comme je disais tantôt, la population qui est juive ou anglophone, qui quand même fait partie de notre mission. Un de nos grands défis, c'est le temps. Accompagner 7 équipes qui ont plusieurs groupes de travail, c'est un défi de grande envergure. L'engagement des médecins, dans certains cas, ça va bien. Dans d'autres, on a besoin d'aller les chercher d'une façon plus étroite. Un grand défi, c'est l'accès à l'information. C'est sûr que tout le monde va avoir accès au dossier patient. Il y a beaucoup d'étapes à franchir avant d'arriver là. Mais c'est sûr que c'est un défi de taille. Je faisais référence tantôt, l'UPI des services de proximité, c'est un défi parce que tous les UPI qui sont en développement viennent s'attacher aux services de proximité. Fait que c'est vraiment, là, c'est comme quand on regarde le modèle américain et on parle du primary care, là, ça revient un peu à aller chercher ça. Fait que pour nous, c'est un défi quand même d'envergure. Il y a la gestion transversale, on est en apprentissage. D'ailleurs, le HEC nous a aidé avec un des directorats, entre autres, à vraiment aller chercher comment on fait de la gestion transversale. Parce qu'on vient abattre nos silos, on vient travailler différemment. Puis il y a la capacité de l'équipe innovation à maintenir le rythme. La pérennité, c'est sûr qu'il y a de la reddition de comptes qui se fait, que ce soit au comité de coordination clinique ou au comité stratégique de UPI. C'est vraiment dans
le cœur des préoccupations de notre PDG. Fait qu'il faut vraiment là, que les suivis se fassent de façon rigoureuse. Les suivis post-implantation, on parlait d'indicateurs tantôt. C'est sûr qu'on prend nos indicateurs à l'actuel. Quand on fait des implantations, on regarde c'est quoi le résultat. Qu'est-ce qui fonctionne bien? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Les ajustements, c'est vraiment de l'amélioration continue. Les prochaines étapes, là, on travaille encore par EPI. Oui, c'est multidirectorat, mais il y a peut-être un désir qui nous a été exprimé de peut-être faire une communauté de pratique pour les gens de notre CIUS qui travaillent sur des trajectoires ou des EPI. Fait que là, on a un sondage qui est en cours, en fait, qui se termine aujourd'hui, auprès de toutes les équipes qui sont présentement en développement. On est aussi en train de créer un répertoire partagé pour le CIUS, étant sur plusieurs sites, pouvoir déposer nos documents à un seul endroit afin de faciliter les accès et de respecter la sécurité informationnelle. C'était un enjeu. Fait que ça, on est en train là, on est prêt. En fait, je vais envoyer le courriel cette semaine. Là, on est prêt à démarrer ça. Les implantations, la préparation du changement. Il n'y a pas un changement qui ne demande pas une préparation. Des fois, on va aller trop vite. C'est de là qu'il faut vraiment pencher à notre stratégie, comment on va faire ça. Comment on va les contrôler aussi, avant d'embarquer dans de nouvelles trajectoires. Fait que oui, il y en a d'autres, vous l'avez vu tantôt. Il y a certains en ont 4 ou 5 déjà pour les UPI qui sont présentement priorisés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres travaux qui se font en parallèle, mais ceux-là, malheureusement, ne sont pas accompagnés de notre équipe parce qu'on a une capacité à gérer. Ce qu'on espère, c'est d'avoir les voies ferrées beaucoup plus droites. Des fois, on a des changements de règles de train, parce que c'est obligatoire. Un patient peut passer d'un UPI à un autre, d'une trajectoire à un autre, mais au moins, on essaie de garder notre alignement. C'est un petit peu le overview d'un an de travail de l'équipe, en fait, et puis on sait qu'il y a beaucoup d'années à venir, mais comme je disais au début, c'est en constante évolution. On va refaire le tour. Une chose que je n'avais pas mentionnée tantôt, c'est que notre cadre de référence a quand même dû être approuvé par le comité de direction. Fait que tous les directeurs cliniques avaient pu collaborer au développement du cadre de référence. Fait qu'on savait qu'un coup s'était passé, on pouvait aller de l'avant avec ça. Pour les questions. Merci. Vraiment pour cette présentation. Donc, on ouvre la période des questions. À partir de maintenant, sur Internet et dans la salle. Est-ce que vous avez des questions? Je veux briser la glace. On aimerait Hélène Jobin. Juste vous demander de vous assurer que le micro est ouvert quand vous posez vos questions. C'est pour les gens en webdiffusion ici, même si dans la salle, on vous entend bien. Merci. Je vais briser la glace. Je vais d'abord vous remercier au nom de tout le monde pour l'excellente présentation, très inspirante puis mobilisante pour l'ensemble du réseau. Vous faites des choses que je pense que tout le monde rêve de mettre en place. Alors, vous êtes vraiment les précurseurs dans ce domaine-là. Il y en a d'autres aussi qui font des très belles choses partout au Québec. Quand je vous écoutais, et j'étais très contente de voir que vous avez centré votre intérêt sur le patient en premier. C'est vraiment la façon de faire là, de mon point de vue. Mais en même temps, je n'étais pas capable de pouvoir m'empêcher de regarder les bénéfices aussi qui sont pour l'organisation et aussi pour les employés. Je serais très, très curieuse de savoir si vous avez fait une petite étude pour voir quel était juste le taux d'assurance salaire parmi les équipes qui ont été impactées jusqu'à présent par vos initiatives. J'aimerais beaucoup ça, savoir s'il y a un impact sur la mobilisation, puis est-ce que ça se répercute aussi dans des indicateurs qui sont clairs là-dessus? C'est une bonne question. En fait, je n'ai pas nécessairement une donnée réelle en termes de niveau d'absentéisme ou d'assurance salaire. Mais une chose que je peux dire, par exemple, ça sans aucun doute, parce qu'on va vraiment sur le terrain. Là. Quand on travaille, oui, on travaille avec des directeurs adjoints, des coordos, des chefs de service, mais quand on fait nos exercices de trajectoire, on va vraiment, là, les gens qui sont les mains dans les interventions et les procédures. C'est d'avoir cette mobilisation qui fait qu'il y a un engouement qu'on commence à voir alors qu'on voyait un essoufflement il y a 6 mois. Parce que avec l'arrivée de la loi 10, c'est sûr qu'au début, là, ça a fait un chaos assez remarquable. Mais il y avait quand même une présence. Mais on sentait, dans la dernière année, un essoufflement des gens.
Puis les gens qui participent aux exercices de trajectoire, puis c'est sûr qu'on n'en a pas, on en a 7 en parallèle, mais c'est quand même pas une grande majorité, là. On la sent, la différence, puis comment les gens sont contents de travailler ensemble, qu'ils réalisent que qu'est-ce qui se faisait à l'hôpital. C'est sûr qu'on avait une réputation d'être hospitalo-centrique. Il fallait travailler à défaire cette image-là, parce qu'on était le seul hôpital sur notre territoire. C'est notre réalité comme CIUS. Mais de voir comment les gens maintenant collaborent beaucoup plus grand, en faisant des travaux d'harmonisation, qu'on simplifie les façons de faire, ça nous a permis de réallouer des ressources ailleurs, de dégager de l'accès. Dans la trajectoire des enfants 0-7 ans, on avait une longue liste d'attente et qui maintenant est vraiment sous contrôle. Il y a des exemples là, concrets, puis c'est sûr que les gens se sentent qu'ils ont contribué à l'amélioration du réseau, mais aussi à l'amélioration de leur propre travail. Parce que dans le fond, eux autres aussi en souffraient là, au quotidien de dire je ne peux pas, ma liste d'attente est à 127 patients. Hein. C'est de regarder nos façons de faire, de se re-questionner. Il y a des choses qu'on fait année après année, on se dit ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Et puis, est-ce qu'il n'y aura pas une façon de faire qui est différente? Et puis, c'est de re-questionner les gens. Puis souvent, une des choses, puis on en parlait tantôt en s'en venant, en marchant ensemble, c'est d'avoir quelqu'un de l'extérieur qui vient animer une session. Ça vient brasser la cage des gens. Parce que mes spécialistes, quand ils vont sur le terrain, n'ont pas nécessairement le bagage clinique. Fait que les autres, ils viennent s'approprier les projets d'avance et ensuite, ils viennent accompagner l'équipe. Fait que les autres, ils peuvent poser tout plein de questions. Et puis, des fois, les équipes sont de plus en plus ouvertes à ça et même recherchent ça. Et là, je suis en train de devenir un peu victime de notre succès, là, parce qu'à un moment donné, tout le monde veut nous avoir, puis là, on n'est plus capable de gérer ça trop. Mais si je reviens à ta question originale, là, sur l'absentéisme, c'est sûr que présentement, notre taux d'assurance salaire, si on regarde les chiffres purs et simples, il augmente. Mais il faudrait faire attention. Est-ce que c'est au niveau des cadres, est-ce que c'est au niveau des équipes terrain? Et puis, il faut regarder ce qui se fait en place, parce qu'on a beaucoup de mesures présentement en cours pour pallier à ça, justement, comment résoudre et adresser cette réalité-là. Moi, j'ajouterais qu'au niveau cardiovasculaire, qu'on n'est pas assez avancé pour pouvoir faire une étude de ce genre-là, mais je peux dire que autant l'équipe est démobilisée puis ne voulait rien savoir, vous dire non, on est obligé de faire ça, autant j'ai des gens là, qui vont venir participer aux séances, qui viennent pendant leur journée de congé. Alors, c'est vraiment un revirement. Puis, c'est aussi passionnant dans le sens où, comme moi, ça fait comme une éternité que je suis à l'intérieur des petits soins critiques. Puis, c'est le fun d'avoir des partenaires en première ligne qui sont aussi passionnés que moi puis qui veulent développer les mêmes choses. Fait que c'est très stimulant. Fait qu'on n'a pas de données, des chiffres, mais on le vit. Merci beaucoup. Question venant du web de José Arsenault du CHUM. Merci pour la présentation très inspirante. Comment avez-vous priorisé les trajectoires à travailler? Avez-vous utilisé un algorithme? Des critères. C'est sûr que chaque équipe de UPI va sélectionner les critères. Mais si je veux vous en donner, mettons, quelques-uns, il y en a qui sont allés avec le volume de patients. Entre autres, l'ACS, eux autres, c'est vraiment les gens qui font des infarctus ou qui ont des événements cardiaques, c'est quand même important. Dans un autre cas, il y avait eu 2 événements, des incidents. En fait, ce mère-enfant et santé périnatale, santé mentale périnatale. Il y avait eu des incidents, puis l'équipe avait dit, mon Dieu, elle s'était rendu compte qu'il n'y avait pas nécessairement de services offerts à cette clientèle-là, puis ont voulu corriger ça. Fait que c'est parti d'un rapport d'incident, puis ils se sont dit, il faut vraiment améliorer nos façons de faire. Il y en a d'autres, c'est parce que carrément, on avait des façons de travailler qui étaient dans un CLSC versus un autre CLSC, interdirectorat. Là, je parle des enfants avec troubles du spectre de l'autisme ou déficit intellectuel et ou physique. Eux autres, il y avait vraiment une volonté d'améliorer l'accès aux services, parce qu'il y avait une longue liste d'attente, puis d'améliorer aussi les façons de faire, puis comment chacun des directorats pouvait offrir les services différemment pour être capable d'en offrir à une plus grande clientèle. Fait qu'il y a différents critères. Par contre, nous, pour aider les équipes, on a une espèce de grille, on vient leur donner des thèmes, puis on fait la démarche avec eux. On se pose des questions avec le comité de direction de chacun des UPI. Et d'ailleurs, avant d'embarquer d'après ça dans la machine, ça doit être entériné par le comité stratégique. Afin de voir la séquence, on veut quand même que les gens, effectivement, se positionnent sur comment prioriser leur trajectoire. Merci.
Autre question de Mihaela Popovici du CIUSNIM. Merci pour cette belle présentation d'actualité. J'aimerais savoir comment avez-vous recruté le patient partenaire et quelles étaient ses tâches à l'intérieur des différents groupes de travail qu'il a parcourus. Pour le patient partenaire, dans le fond, on a collaboré avec le service le département de qualité qui a recruté, qui ont un bureau d'expérience patient. Alors, ils ont recruté un volontaire. Et une fois qu'il a fait partie de notre équipe, dans le fond, on lui a exposé qu'est-ce qu'on était pour faire, c'était quoi les groupes de travail, est-ce qu'il y avait des sections qui étaient plus intéressantes pour lui. Les premiers groupes de travail, il a vraiment présenté son expérience, puis après, il contribue, il va donner son point de vue au fur et à mesure des différentes interventions qu'on fait, quand on fait nos trajectoires, quand on fait nos mappings. Puis pour compléter peut-être, effectivement, le groupe d'expérience patient ont recruté une quinzaine de patients partenaires à différents niveaux. On peut continuer aussi. Ils s'assurent aussi que ces patients-là sont formés, ils savent dans quoi ils s'engagent. Puis d'ailleurs, je me prépare à faire une présentation sur les UPI, les trajectoires à ce groupe de patients-là, afin d'uniformiser leurs connaissances vraiment. C'est toujours un souci qu'on a, que tout le monde parte de la même page. C'est toujours important là, en termes d'éducation et de formation là, des diverses équipes et des patients qui contribuent, de même que nos partenaires du réseau là, qui viennent se joindre des fois à certains groupes. Merci beaucoup, Joanne. C'était excellent, comme toujours. Ça me donne envie de revenir travailler avec vous. Marjane, demain matin. Alors, j'ai une question pour le partage de l'information. Tout ce qui est dossier patient et le défi d'avoir ces informations-là à tous les niveaux, allant jusqu'à proximité. Je suis sûre que vous en avez discuté. On sait que l'Oasis va disparaître. On parle de CrystalNet. Quelles sont les solutions? Je dis pas forcément technologiques, mais des avenues à emprunter pour pouvoir faciliter cette partage d'informations. Je pense que c'est un gros défi pour pouvoir réaliser la trajectoire. Donc, merci. C'est un gros défi. La solution, on ne l'a pas encore. Il y a certains groupes, puis on fait attention parce que vraiment la sécurité informationnelle est un souci. On en parlait d'ailleurs ce matin. Il faut aussi se doter comme organisation d'une vision de sécurité informationnelle, puis comment, en plus des normes qui sont à respecter, là, comment on veut donner des accès à différentes personnes à certaines informations. Je peux vous dire qu'un des exemples qui a été mis en place, c'est que tout le secteur de santé mentale, eux autres, ont vraiment été sous un mode de format de dossier patient électronique. Ça fonctionne dépendant des sites, mais ce n'est pas encore accessible. Disons, la première ligne n'a pas nécessairement encore accès au dossier de l'hôpital s'il est à l'extérieur, mais c'est des choses qu'on essaie de regarder. Mais il y a plein d'idées autour de la table. C'est juste que présentement, entre les obligations de sécurité de l'information, les développements, des fois qu'on se fait attacher les mains dans le dos parce il y a quand même au niveau ministériel des lignes directrices qu'il faut vivre avec, là. Sont très rigides. Ça ne va pas à la vitesse à laquelle on voudrait que ça aille pour les gens sur le terrain, parce que c'est eux autres qui en souffrent. Fait que c'est en réflexion, je dirais. Mais c'est pas les idées qui manquent, mais c'est d'être capable de les réaliser. Puis au niveau informatique, mais c'est tellement complexe pour avoir fait le projet d'unification des systèmes d'information chez nous. Les 7 systèmes sur 9 plateformes, là, c'est quelque chose. Puis il y a un dossier patient unique. Nous autres, on l'a déjà mis en place, mais quand c'est mis en place, on réalise qu'il y a certains enjeux qu'il faut gérer. Là. Puis des fois, on est dépendant même de la RAMQ. Là, Merci beaucoup. Autre question du web de Sarah Bourque, et si je ne me trompe pas avec l'acronyme CIS Montérégie-Est. Comment avez-vous combiné votre pilotage tactique au pilotage de trajectoire UPU? Merci. On ne leur laisse pas le choix. Non, c'est qu'on vient intégrer ça ensemble. En fait, comme je disais tantôt, dans la matrice du PDG, ça c'est sûr, c'est la matrice stratégique, on vient chercher les UPI, les trajectoires.
c'est sûr que ça doit se décliner dans les salles tactiques des différents directeurs. Fait que oui, ça l'est. Après ça se décline encore plus bas dans les opérationnels. Et puis, on s'assure vraiment par tous les formats qu'on utilise qu'on vient toujours tout attacher ça ensemble. C'est un défi, mais par contre, ce qu'on se rend compte, c'est qu'à un moment donné, les gens, ben là, ils se disent « Ah oui, tu nous l'as montré dans un tel contexte, puis là, on vient réutiliser le même genre d'outils. » Fait que ça va quand même bien. Puis le fait d'avoir la PDGA qui va avoir sa reddition de compte, j'avoue que c'est un incitatif assez pesant. Le temps file et file rapidement. Est-ce qu'on a une autre question dans la salle, en suspens? Okay. Est-ce qu'il nous reste des questions sur le web? Je pense que quelqu'un avait un commentaire. On va aller dans la salle pour l'instant. Hugo vient. J'ai une question à propos du corps médical, l'intégration du travail du corps médical. Évidemment, on sait qu'il y a dans le réseau des éléments nécessaires de rémunération aussi, un sujet d'actualité. Comment est-ce que vous avez senti que c'était un frein ou la rémunération médicale dans l'intégration de votre travail ou des unités de travail s'harmonisait quand même assez bien, ou si c'était vraiment un blocage ou un élément qui rendait le travail et la coordination difficile? Tu veux-tu parler pour la cardio? Bien, pour l'instant, en cardio, je ne peux pas dire que c'est un élément qui est sorti. Peut-être quand on va être plus en train d'implanter, ça va être différent, mais pour l'instant, ce n'est pas quelque chose que je peux dire qui est ressorti dans les groupes de travail. Dans les autres groupes de travail, jusqu'à maintenant, on a eu des fois des défis avec l'engagement médical, mais pas au niveau de la rémunération. Ça n'a jamais ressorti comme étant un bloqueur jusqu'à maintenant. Là. Merci. Je pense... OK, on y va. On y va pour vous. Carole Lapierre du CUSUM, Bureau des partenariats. Je voulais savoir si dans votre réflexion ou dans les solutions auxquelles vous travaillez, c'est quoi la place que vous donnez à la télésanté et aux modalités que ça peut apporter? C'est une priorité chez nous. En fait, jusqu'à maintenant, on ne l'a peut-être pas encore vraiment beaucoup développé, sauf pour les projets de télésanté qui sont avec l'Herbis McGill, qui sont présentement en déploiement dans nos CLSC, mais c'est quelque chose que ce soit en cardio ou dans les choses à venir, on sait que c'est la voie de l'avenir. C'est quelque chose dans laquelle aussi notre PDG croit profondément. Alors lui, il nous pousse vraiment à aller dans cette avenue-là. Puis je pense que c'est la bonne chose à faire aussi. Là. Si on est capable de prévenir des visites ou des patients qui se déplacent, pourquoi pas? On dit le patient au cœur de nos préoccupations. Bien, c'est vraiment ça notre mot d'ordre. Ou est-ce que si je demande à n'importe qui d'entre vous, même, qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme service de santé? Bien, c'est sûr que vous allez me dire tout en un ou le plus près de chez moi possible. Ou en tout cas, il y a des choses que même on travaille avec des groupes, focus group, avec des patients usagers aussi. Fait qu'on va vraiment se connecter là-dessus. Fait qu'on sait que c'est la voie de l'avenir. Mais là, c'est comment après ça, tout ça vient s'intégrer avec tout le reste. C'est là qui est le défi. Puis je dois dire qu'en service de proximité, c'est notre plus grand... c'est un des défis qu'on a, où est-ce qu'on vient tout arrimer. Puis les télésoins font partie de ce service-là. Mais ça vient se greffer sur tous nos autres pays aussi. Mais ça prend une grande place. Puis des fois, on trouve que ça va pas assez vite. On voudrait être capable d'en offrir plus aux gens. Il faut prendre le temps de le faire, bien le faire aussi. Une dernière question nous venant du web de M. Yves Desjardins. Est-ce que vous avez prévu de faire une présentation au ministère, aux directions cliniques et DGTI? Non. En fait, notre prochaine étape, c'est une présentation d'affiches la semaine prochaine à la CVPAC. Donc, s'il y en a qui viennent, ça va nous faire plaisir de rencontrer les gens, mais on n'a pas nécessairement... En fait, je dis ça, puis on n'a pas été approchés. Par contre, c'est sûr qu'il y a certains... Plus ça va, plus les gens sont intéressés par ou regardent, sont intrigués par la façon dont on travaille. Puis à un moment donné, des gens qui travaillent sur des tables ministérielles, bien, à un moment donné, ils se disent, bien, ça serait intéressant peut-être de voir comment vous intégrez ça dans votre réalité. Et peut-être qu'un jour. Un très, très grand merci pour votre présentation. Merci beaucoup. Très intéressant.
Puis, pour les gens dans la salle et sur le web, on vous invite au prochain séminaire qui va être le jeudi 17 mai et qui va être sur la gestion participative ou l'art de créer du bien-être dans les équipes de soins. Et on reçoit quelqu'un qui nous arrive de Tours, donc le docteur Philippe Colomban, professeur en hématologie au CHU de Tours et chef du pôle cancérologie-urologie en France. Voilà. Merci beaucoup.